Bien, donc on va reprendre. Donc vous l'avez compris, ce matin, on a éclairé un petit peu ce qu'était la justice restaurative, comment le CJPM avait changé un petit peu la donne dans la place qu'il faisait à l'accompagnement des victimes, notamment. Et donc, du coup, comment il inscrivait la justice restaurative dans cette démarche. Et puis, avec Lotte Valgrave, on est rentré dans une vision prospective qui nous ouvre des perspectives, qui interroge, mais qui ouvre aussi des perspectives. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, dans vos interventions, si vous voulez revenir sur les fondements ou ce qui s'est dit ce matin par rapport à la justice restaurative en général, n'hésitez pas à intervenir. Avant de commencer cet après-midi, juste vous dire que sur les tables à l'entrée, Agathe Muriot, qui est intervenue ce matin, a laissé des affiches et des flyers, je crois aussi, sur la justice restaurative. Donc n'hésitez pas à les prendre si vous voulez les placarder dans vos services, vos bureaux, chez vous, enfin où vous voulez. Voilà, elles sont à disposition dans le hall d'entrée, donc n'hésitez pas à les prendre. Bien, donc cet après-midi, on va rentrer dans ce qui se passe sur le terrain, en Île-de-France, puisque là on va se centrer sur la région Île-de-France, avec 5 expérimentations qui en sont à des degrés divers, soit au début, soit avancés, soit à différents stades en tout cas. Voilà, donc on va commencer avec le 95, tout seigneur, tout honneur, qui organise cette journée et qui est le territoire dans lequel on est. Donc merci à Catherine Bouissou, qui est la directrice territoriale de la PJJ 95, et à Jean-Luc Delpéris, le directeur général de la sauvegarde du 95, donc ils vont nous parler du projet qui en est à son début pour le coup. On est vraiment au début de l'émergence de ce projet. Donc voilà, je te donne la parole, Jean-Luc, et puis vous allez faire à 2 voix, j'imagine. Merci Stéphane. Alors effectivement, le projet de la sauvegarde, on est au stade embryonnaire, on accouche du projet. Donc on va vous présenter où on en est aujourd'hui et comment on en est arrivé là. Alors la première des choses, ça a été un positionnement de l'association de décider de répondre à l'appel à projet sur la justice de proximité de la PJJ, sans reprendre ce que disait Madame Vera, notre présidente ce matin, mais qui pour nous s'inscrivait dans plusieurs dynamiques. Tout d'abord dans la dynamique du projet associatif, de vouloir intervenir sur les champs et sur tous les terrains des personnes habitant le Val d'Oise et pouvant rencontrer des difficultés, là en l'occurrence des difficultés avec la justice. Une volonté de transversalité. Alors, le projet est pas né ex nihilo. Il y avait déjà eu un projet qui avait été écrit par la sauvegarde du Val d'Oise. On l'a repris, on l'a réactualisé et on y a introduit une notion importante qui est une notion de transversalité. C'est-à-dire que ce projet, quand on l'a proposé, n'était plus porté uniquement par nos services de milieu ouvert, mais a été porté par l'ensemble de l'association d'une part et mis dans le secteur de notre service d'investigation éducative. Pour nous, ce qui est important, c'est que ce projet s'adresse à des mineurs auteurs au moment des faits, même s'ils sont majeurs au moment où l'action de justice restaurative se met en place, mais en tout cas mineurs au moment des faits. Et puis les victimes, ce sont des mineurs ou des majeurs. Au sein de tous les services de la sauvegarde, on rencontre des situations de jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui ont affaire à la justice, soit en tant que victimes, soit en tant qu'auteurs. Et donc on a voulu une mobilisation transversale et pour ça on a fait un appel à candidature au début de l'été, puisqu'on a été prévenu par Mme Bouissou au mois de juin qu'on était retenu pour le projet et qu'il fallait ouvrir tout de suite, qu'il fallait aller très très vite. Donc on a fait un appel à candidature au sein de la sauvegarde et on a constitué un groupe de 14 travailleurs sociaux et ou psychologues, de 2 chefs de service et portés par une directrice. Et tout ça est porté également par le conseil de direction de l'association. Pour que ça fonctionne, on a décidé de ne pas monter un service de justice restaurative, mais plutôt un dispositif de justice restaurative. Et le groupe qui a été constitué a, dès le mois de septembre, commencé à bénéficier de la formation de facilitateur, formation qui sera achevée dans les jours qui viennent, je crois, juste la veille de notre premier comité de pilotage. Ce même groupe constitue aujourd'hui le groupe de réflexion qui a pour objet de construire très très concrètement l'intervention de justice restaurative qui devrait être validée par le comité de pilotage.
On souhaite que des pros de la PJJ d'ailleurs intègrent ce groupe. Hein. C'est pour nous un élément important parce que c'est un projet de la sauvegarde, c'est surtout un projet de la sauvegarde et de la PJJ. Pour qu'il fonctionne, il faut absolument qu'il soit co-construit et puis qu'il soit co-porté. D'ailleurs, dans ce sens, la directrice du SIE et les chefs de service ont été invités à une rencontre, une journée de travail qui avait lieu sur le département. C'était une rencontre de beaux services, hein, voilà, qui portait sur le nouveau code de justice des mineurs. Et le premier comité de pilotage se tiendra donc le 18 novembre. Donc voilà où on en est aujourd'hui par rapport au projet. On a construit, donc écrit un premier jet du projet qui sera, dans le cadre d'échanges avec la PJJ, doit encore faire des allers-retours pour être finalisé. Et puis on a effectivement également écrit le cahier des charges. Alors on s'est beaucoup appuyé sur le guide national hein, que vous avez présenté ce matin, bien entendu, sur des choses qui existaient déjà. On n'a rien réellement inventé, on a plutôt repris et puis essayé de le traduire. Et tout ça doit être validé dans le cadre du comité de pilotage. Et je vais peut-être laisser la parole à Mme Moulissou pour présenter la suite. Merci. Alors tout d'abord, moi je voulais remercier mes homologues des autres territoires franciliens. Parce que lorsque Citoyens Justice, la sauvegarde, a proposé que nous mettions à l'œuvre cette journée, bien sûr, quand j'ai appelé mes homologues, toutes et tous très occupés, ils ont tout de suite dit d'accord, on sera présent. Et on sera présent et parce que c'est aussi pour nous la première fois qu'on est ensemble pour présenter voilà, les expérimentations et les projets de justice restaurative pour la protection du CA jeunesse de l'Île-de-France et c'est bienvenu, je pense, pour nous tous. Mais merci de vous être rendu disponible avec les associations aussi qui sont à vos côtés, comme la sauvegarde est à nos côtés. Donc, je pensais que notre intervention ne pouvait pas commencer autrement, parce que d'abord ça me fait très plaisir, alors autant se faire plaisir. Voilà. Donc construire un projet d'expérimentation de justice restaurative, pour moi, ça sera une expérimentation, même si je sais que le processus d'expérimentation sur la justice restaurative est clos et s'ouvre un nouveau champ dans le cadre du CJPM, mais c'est une expérimentation pour nous. C'est une expérimentation aussi parce que, comme Jean-Luc le disait, c'est dans le cadre de la justice de proximité et de ce qu'ouvraient les possibles de la justice de proximité que nous avons pu voilà, solliciter une association avec laquelle on travaille bien. Je pense que ce type de projet commun, projet conjoint, il ne peut se mettre en œuvre qu'avec, enfin pour ce qui me concerne, je pense qu'il se met bien à l'œuvre parce qu'on se connaît bien avec la sauvegarde, parce qu'on a déjà d'autres projets ensemble et on a encore d'autres projets ensemble pour d'autres sujets. Donc c'est vrai qu'on se connaît bien, on se reconnaît bien, on connaît la place de chacun et nous savons qu'on pouvait être complémentaires sans être adversaires, et ça c'est quelque chose de particulièrement nécessaire, je tenais aussi à le dire. Voilà, donc ça implique un fort partenariat local, associatif de confiance et un travail de qualité de longue date avec la sauvegarde du Val d'Oise le permet. C'est donc l'opportunité de conduire un projet avec nos partenaires qui est apparu fiable dès que les possibilités ont été portées par la justice de proximité. Comme la démarche vient de vous être proposée et présentée par M. de Péris, c'est vrai que le Val d'Oise, hein, c'est un territoire, le Val d'Oise, la PJ du Val d'Oise, c'est un territoire qui s'intéresse à la justice restaurative, mais qui, c'est vrai, est un bébé projet dans ce cadre-là, mais les autres homologues sur d'autres territoires ont pu avancer, bien plus avancer que nous. Nous sommes vraiment aux prémices et nous avons cette chance de pouvoir aussi bénéficier de ce que vous avez, vous, déjà travaillé, déjà tenté, déjà essayé, pour avoir échangé avec chacun d'entre vous et encore davantage après cet après-midi. Voilà, ça nous sert aussi de support, de socle, de tremplin pour nous essayer avec vos expériences et ça c'est vraiment intéressant pour nous. Voilà, donc ce que je voulais dire aussi, c'est que nous sommes donc une direction territoriale qui croit en ce processus pour lesquels toutes les parties sont impliquées dans une infraction spécifique
qu'ils puissent se réunir d'une manière ou d'une autre, individuellement, collectivement, pour d'une manière ou d'une autre résoudre collectivement ou indirectement la façon de faire face aux séquelles de l'infraction et à ses implications pour l'avenir. C'est vrai qu'on a aujourd'hui, particulièrement ce matin, parlé de la justice restaurative dans le cadre du nouveau code, et c'est vrai que c'est particulièrement porteur pour nous que nous puissions mettre cette expérimentation en œuvre avec notre nouveau code. Alors, un portage qui commence, comme nous venons de vous le dire. C'est vrai qu'entre avril et juillet, le projet, l'appel à projet, le travail fort de l'association, porté de façon très forte par la direction interrégionale, parce que si la direction interrégionale de la PJJ n'avait pas été à nos côtés, nous n'aurions pas obtenu. Il a fallu discuter un peu, je le sais, donc je le dis là. Il a fallu discuter un peu avec l'administration centrale et pour que, en juillet, en effet, nous obtenions le financement de cette expérimentation, d'où le travail assez rapide au niveau de la sauvegarde, un peu en urgence, mais qui a porté tout à fait ses fruits. Voilà, donc la présentation de la démarche, en effet, nous l'avons fait à nos collègues professionnels du territoire lors de la journée territoriale que nous avons mise en place le 12 octobre dernier, sur en effet la mise en œuvre du nouveau code de justice pénale des mineurs. Nous avions sauvegardé pour la sauvegarde, sauvegardé 1h30 dans notre programme pour que cette démarche puisse être présentée, proposée, et que ce soit l'acte 1 de notre démarche conjointe, sauvegarde PJJ, pour mettre en place la justice restaurative. Donc merci à Mme Coriol et Mme Cohen d'être venues sur cette journée et d'avoir pu présenter et puis d'avoir pu échanger avec les professionnels qui étaient dans la salle, assez intéressés avec des questions, et la participation des professionnels du territoire le prouve encore aujourd'hui. Voilà, donc cette journée aussi, c'est l'acte 2 de notre présentation. Et puis nous ouvrons là le premier copil le 18 novembre, donc jeudi, avec donc le procureur adjoint, M. Maï, qui était avec nous ce matin, un représentant du parquet également. Il y aura également la coordinatrice des juges pour enfants, le 5-1, et puis un juge pour enfants qui sera présent aussi. Le barreau est invité, et voilà, nous allons vraiment pouvoir poser les premières bases d'un travail ensemble. C'est vrai que sur le territoire aussi, Jean-Luc évoquait les groupes de réflexion, les groupes de travail, et le fait qu'il était important que des professionnels de la PJJ puissent s'y inclure. Et en effet, il y a sur ce territoire au moins déjà quatre professionnels qui se positionnent pour être aux côtés des professionnels de la sauvegarde qui sont déjà au travail. Donc voilà, c'est dire qu'il y a un intérêt réel au niveau des terrains pour pouvoir porter cette justice restaurative. Je voulais aussi, et on n'a pas encore eu le temps, j'espère qu'on aura le temps de voir quand même un bout du film, ou de l'interview de l'ONPJJ, parce que c'est vraiment une pierre angulaire pour nous. C'est-à-dire qu'il est vraiment essentiel que nos professionnels puissent être formés. Puisqu'en effet, pour le moment, c'est un projet que nous portons avec la sauvegarde, mais les acteurs formés qui se forment, ce sont ceux de la sauvegarde pour l'instant, et il est primordial que dans les années qui viennent, il y ait des professionnels de la PJJ, du Val d'Oise, d'ailleurs aussi, mais du Val d'Oise, qui puissent se former. Je sais qu'il y a des professionnels qui souhaitent le faire, et c'est vrai qu'on en discute et on travaille avec Frédéric Faure, le directeur de l'ONPJ, notre école nationale de formation, pour que nous ayons des places un peu priorisées pour la formation, pour qu'il y ait des professionnels qui se forment à la justice restaurative. Parce que c'est vraiment absolument indispensable qu'au-delà de l'intérêt, il y ait vraiment une formation de qualité pour être facilitateur ou tiers intervenant, tout dépend du nom qu'on souhaite donner, aux côtés de ceux formés par la sauvegarde. Voilà, c'est donc important et nécessaire que nous nous dotions, dans ce cadre du nouveau code, d'une meilleure réactivité et de réponses qu'on puisse donner aux victimes et aux acteurs.
que nous soyons en capacité de proposer une pratique au Val-d'Oisien permettant de rétablir le lien social et d'être entre une victime et un auteur, et d'ainsi ouvrir un dialogue pour que chacun puisse se reconstruire, se construire et se construire un avenir sans qu'il y ait trop de récidives. Voilà, on ne voulait pas être plus long parce que nous sommes bébé projet et que mes collègues, eux, elles, ont bien davantage à dire que nous. Merci. Juste, si je peux me permettre, je réinsiste sur ce que disait Mme Ouissou. Le comité de pilotage et partenarial, il faut absolument que nos groupes de travail, qui sont les groupes opérationnels, soient également partenariales, donc ils sont totalement ouverts aux salariés de la PJJ. J'ai juste une petite question sur le projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les objectifs? Vous êtes fixé des objectifs en termes de temps, en termes de personnes accompagnées, en termes et également en termes de formation des équipes. Vous avez parlé de l'importance de la formation des équipes, mais y compris du côté associatif. Enfin, comment concrètement ça se passe? C'est-à-dire cet fameux changement de posture professionnelle, comment vous l'appréhendez? Est-ce que ça fait partie du projet? Comment ça a été pensé, on va dire, dans votre projet? Alors, en termes de public, le financement, il a été obtenu pour 100 auteurs, 100 victimes, 50 auteurs, 50 victimes, en tout cas, de recevoir 100 personnes, ce qui est un petit projet, mais qui est pas rien. Ah bon, bah alors, j'entends que c'est un gros projet. Moi, ça me paraissait petit, mais oui, je ne suis pas sûr que ce soit perçu comme un petit projet. Bon. C'est ce que je découvre. D'accord. En termes de formation, ce qui a été important, ça a été cet appel à candidature à l'interne. C'est-à-dire ce qu'on voulait vérifier au niveau du CODIR quand on l'a décidé de procéder comme ça, c'était de vraiment s'assurer que l'ensemble des pôles de la sauvegarde pouvaient se sentir impliqués dans un projet de justice restaurative. Est-ce que ça pouvait concerner l'ensemble des pôles? Et la réponse, elle est oui, puisque parmi les 14 éducateurs, Sabine, tu me dis si je me trompe, mais c'est 13 ou 14, je crois, personnels qui se sont mobilisés sur la justice restaurative. On retrouve des personnels de l'ensemble des pôles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont des choses qu'on doit discuter encore, que le groupe de travail va discuter, mais j'ai entendu ce matin M. Walgrave dire deux choses qui, moi, m'ont très fortement interpellé. C'est qu'on doit partir de la victime. Je me suis dit, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas qu'on perde de vue. C'est-à-dire qu'une action de justice restaurative, j'ai entendu, alors peut-être j'ai mal entendu, mais j'ai entendu qu'elle était réussie s'il y avait quelque chose qui avait été entendu, en tout cas, qui était dite du côté de la victime. Ça, c'est une première chose importante. Et puis, la deuxième, c'est absolument réussir à ce que tous les partenaires de l'action soient impliqués au même degré, au même niveau, en tout cas, partagent de manière très, très forte un intérêt certain pour la justice restaurative. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on en est là, qu'à l'intérieur de l'association, la démarche, elle est d'expliquer, de dire, de faire savoir. Cette journée y participe. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a souhaité dans le Val d'Oise, cette journée. Elle participe à informer l'ensemble des personnels. Et après, toute la question va être celle des orientations. C'est-à-dire comment on s'engage dans la justice restaurative. Donc là, ce sont des décisions sur lesquelles je n'irai pas plus loin, parce qu'il y a un comité de pilotage qui doit justement définir ces points-là. Vous voulez compléter les... Non, c'était très complet. Sur la question de la formation, voilà, moi je souhaite vraiment que nous ayons un programme pour les professionnels de la PJJ, un programme de formation de 4 professionnels chaque année. C'est ce que je souhaiterais. Je pense que c'est ce que souhaitent aussi les professionnels du territoire, puisque plusieurs professionnels souhaitent déjà pouvoir se former, et qu'il faut qu'on puisse comme ça monter en compétences et monter en capacité de pouvoir intervenir avec l'associatif pour qu'on puisse être à un niveau conjoint aussi, et puis que cette nouvelle manière d'intervenir aux côtés des auteurs et des victimes, ça irrigue vraiment la totalité de notre travail
aux côtés des procédures et des mesures que nous mettons à l'œuvre. Il faut vraiment que cette possibilité, cette potentialité d'accompagnement irrigue le travail de la protection du à la jeunesse, en particulier celle de mon territoire, puisque c'est ici et maintenant. Mais je pense vraiment qu'on doit avoir cet objectif, tranquillement mais certainement, de former très régulièrement chaque année de nouveaux professionnels pour que, aux côtés de la médiation, pour laquelle on doit aussi avoir une formation, il y ait vraiment cette ouverture à la justice restaurative aux côtés de nos pratiques professionnelles actuelles. On va faire un petit saut départemental, on va passer dans le 78 avec Madame Adam, donc, qui est directrice territoriale adjointe, la PJJ 78, c'est bien ça. Alors le 78 est beaucoup plus avancé que le 95. Enfin, je sais pas, là c'est le stade d'embryon, nous c'est le bébé, hein, donc voilà, c'est tout à fait plus avancé. Dans la philosophie, on l'est un petit peu plus parce qu'en fait, alors tout d'abord merci de nous accueillir et merci pour l'invitation, on a été ravis de la recevoir et c'est avec empressement qu'on a répondu présent. On a répondu présent parce qu'effectivement au niveau de la philosophie et de l'intégration des pratiques de justice restaurative pour les services judiciaires des Yvelines, c'est quelque chose on a une culture de la justice restaurative parce que on a du côté de l'administration pénitentiaire et des services pénitentiaires de probation et d'insertion les personnes qui historiquement ont installé des pratiques de justice restaurative pour les majeurs et notamment avec la centrale de Poissy qui a installé des rencontres détenus victimes il y a plusieurs années en arrière maintenant. Et en fait, j'en parle parce que notre directrice territoriale, Madame Gros, fait partie de l'équipe qui a créé ces rencontres détenus victimes à l'époque. Donc forcément, quand elle est arrivée sur les Yvelines, nous, au niveau de l'équipe, on avait aussi été très fortement sensibilisés aux principes et à l'ensemble des avantages de la justice restaurative. Donc à sa prise de poste, on s'est dit, banco, il faut y aller. Voilà. Donc on était déjà plus que prêts à mettre en place ces dispositifs. Alors après, si une direction territoriale est plus que prête, il faut pouvoir amener et accompagner les professionnels dans l'intégration de ce changement, même si philosophiquement, le fait de réintégrer un mineur auteur dans la société, de remettre en place le lien social, etc., on est très proche, enfin, on est dans les missions de la PJJ. Pour autant, dans les dispositifs spécifiques de justice restaurative, on est sur des choses qui ont attrait avec des pratiques qu'on connaît et pas complètement. Donc voilà, il y a quand même tout un accompagnement en changement à faire. Donc fort de cette volonté, quand les appels à projets sur la justice de proximité ont été émis, on a sauté dessus pour construire un projet de pôle de justice restaurative au niveau de la direction territoriale qui est co-construit à partir de personnel de la PJJ et du CIDFF, donc du Centre d'information pour le droit des femmes et des familles, qui est une association d'aide aux victimes qui fait partie de France Victimes également, et qui est notre partenaire à 100% dans la mise en œuvre du projet. Ils s'excusent aujourd'hui, ils n'ont pas pu être présents, mais voilà, ils sont vraiment avec nous pas à pas dans la construction de ce pôle. On a pour objectif, d'ici, on va dire, l'été prochain, de commencer à mettre en place 2 dispositifs de justice restaurative, la médiation restaurative et les cercles de soutien et de responsabilité. Voilà, ce sont ces 2 dispositifs-là qui ont été choisis. D'une part parce que, je vous le dirai tout à l'heure, on a recruté 2 chargés de projet qui avaient un bout de formation sur ces dispositifs-là. Et par ailleurs, parce que ce sont les dispositifs qui nous ont semblé être les plus naturels, j'ai envie de dire, par rapport aux problématiques des mineurs auteurs qu'on pouvait recevoir, et en discussion avec le CIDFF justement, et ce qui pouvait être le plus facile d'amener auprès des victimes. Donc, on part sur cet objectif-là, avec l'objectif aussi, et je te rejoins complètement, de pouvoir aussi, par le biais d'un montage d'un plan local de formation assez ambitieux, comme tu l'as présenté, véritablement implémenter la philosophie de la justice restaurative et de ce que pourraient être ces pratiques pour tous les professionnels de la PJJ. Donc l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que d'un côté, oui, on va avoir des professionnels qui vont être spécifiquement formés pour animer des rencontres,
Mais en parallèle, pour nous, c'est capital que l'ensemble des professionnels soient sensibilisés et puissent non seulement accompagner les jeunes qui vont recevoir vers ces dispositifs-là, mais aussi étoffer, enrichir leur pratique éducative de la philosophie de la justice restaurative et de ses objectifs et de la façon dont elle peut proposer les prises en charge. Donc on a ces deux grands objectifs-là. Pour ce faire, on a donc pensé ce pôle de justice restaurative à l'appui donc de 2 chargés de projet qui sont des éducateurs PJJ de formation qui ont pris leur fonction officiellement au 1er septembre et qui font à temps plein du développement du pôle de justice restaurative là depuis le 1er septembre. Ils sont épaulés donc par le CIDFF. Pour l'instant, étant donné le financement qu'on a pu recevoir à hauteur d'une demi-journée par mois, donc c'est encore assez peu, mais là aussi on a pour objectif en 2022 d'augmenter un petit peu cet appui à l'appui d'un projet qu'on présentera. On est dans une phase d'état des lieux aujourd'hui et aussi de constitution du réseau de ce pôle. Donc pour cet état des lieux, les 2 chargés de projet vont rencontrer l'ensemble des équipes éducatives du territoire, rencontrent également les principaux partenaires qui peuvent être intéressés par ces dispositifs. Alors au premier rang desquels, le mot partenaire n'est pas tout à fait le juste, mais il y a la juridiction et le parquet, pour pouvoir établir la convention et faire homologuer les dispositifs. Donc on en est au tout début de la discussion avec la juridiction de ce point de vue-là. On va aller rencontrer les avocats d'enfants également, la DDSP, donc la direction des services de police. On a été rencontrer l'aide sociale à l'enfance également. Les partenaires du secteur associatif habilité font partie de notre collège de direction, donc du coup sont informés au fur et à mesure de l'avancée des projets, mais les équipes seront rencontrées également. L'idée étant de constituer un réseau aussi de professionnels qui vont être intéressés par le fait de participer avec nous à la construction, effectivement, du pôle, du cahier des charges, des pratiques en justice restaurative du territoire. Donc sur le même modèle que ce que a présenté le 95, on a un comité de pilotage qui s'est réuni début octobre, qui est constitué des partenaires que je viens de vous décrire, des directions de services des établissements et services des Yvelines, qui est décliné en groupe de travail, qui vont permettre la réflexion sur, ok, nous c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on vise, les rencontres mineurs-auteurs et victimes, les sacs de soutien de responsabilité, mais concrètement, comment est-ce que ça va être mis en place? Voilà. Nous, on a l'objectif final, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Comment est-ce que les services de la PJJ ou les orientateurs s'articulent avec les collègues du pôle? Quelle est la place du CIDFF dans ces articulations-là? Voilà, donc tout ça, c'est autant de choses que le groupe de travail va nous aider à déterminer, et il va nous aider à déterminer également les besoins en formation. On en a repéré certains, mais peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas encore complètement saisis. Donc voilà, on va faire tout ce travail-là jusque fin d'année, et en parallèle, les chargés de mission continuent de se former. À l'appui effectivement de l'ENPJJ, on a pu bénéficier de la présence de Jessica Philippi sur le comité de pilotage, le premier comité de pilotage qu'on a organisé. Et les collègues bénéficient aussi de temps d'analyse des pratiques, d'ores et déjà, et dans le cadre de l'installation du pôle, par une psychologue qui vient évoquer avec eux les modalités d'abord là de construction du pôle et ensuite de mise en place des dispositifs, pour avoir ce recul et cet accompagnement en pratique qui est tout à fait indispensable pour ce type de dispositif. Voilà, donc pas l'embryon, le bébé. On espère vraiment avoir des orientations d'ici à l'été prochain. On sait que c'est l'enjeu majeur en fait aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'il y a ce tour des services qui a été organisé par les collègues, parce que on a beau être motivé, si ça ne prend pas au niveau des établissements et services dans l'orientation, on restera tout seul avec notre joli pôle. Et du coup, comment... Alors, vous avez, si j'ai bien noté, 2 chargés de projet temps plein sur la justice restaurative. Ça va faire rêver peut-être certains. Je ne suis pas sûr que ce soit partout le cas, mais c'est bien pour vous. Et du coup, cette sensibilisation, justement, parce que, comme vous le dites, on discute justice restaurative, mais encore faut-il que
que ce soit mis en œuvre concrètement. Donc, dans votre projet, il y a cette dimension-là d'aller sensibiliser, j'allais dire largement, pour que ça puisse entrer en vigueur. Ouais, c'est tout à fait ça. Il y a les dispositifs de formation et donc effectivement on est en train de construire un plan local de formation pour ramener la formation aux agents et pas que les agents aillent à la formation d'une certaine façon. Et on pense aussi cette sensibilisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, par le fait que les deux chargés de mission soient aussi les conseillers techniques en justice restaurative des établissements et services du secteur public et du SAH. Par exemple, dans les établissements de placement, pouvoir aller réfléchir avec les équipes éducatives sur leur règlement de fonctionnement, sur les modalités de gestion des incidents, sur le règlement, enfin, les sanctions qui vont être posées et comment on rétablit le lien dans un établissement collectif de placement, par exemple, à partir d'une philosophie de justice restaurative, de retisser le dialogue entre l'auteur et la victime, et de la même façon dans les établissements de milieu ouvert ou du SJ, par exemple. On va passer dans le 91, juste à côté, avec Madame Chopin, qui est donc directrice territoriale du 91. Et Madame... Oui, je vous remercie de me donner la parole et puis de l'invitation qui nous a été proposée pour aujourd'hui, puisqu'effectivement, nous sommes les plus anciens sur le territoire Île-de-France à pouvoir avoir pu se lancer déjà dans l'expérimentation. Et à la différence des autres territoires, il me semble, c'est que nous œuvrons en justice restaurative, mais avec des moyens propres et internes à la PJJ. Donc en fait, ce matin, on va contextualiser l'expérimentation nationale de justice restaurative qui s'est déroulée donc chez nous à partir de l'UMO de Juvisy-sur-Orge et tout à fait localement, deux éducateurs qui étaient très sensibilisés depuis 2015 à la justice restaurative à travers des formations et des démarches personnelles ont répondu favorablement, enfin, via leur hiérarchie, etc., pour participer à cette expérimentation. Donc en fait, ces deux agents-là se sont formés en 2017 et 2018 à la justice restaurative et principalement et uniquement là où nous en sommes aujourd'hui à la médiation restaurative avec France Victime. Donc sur le territoire à ce jour, nous étions 2 en 2017-2018 et aujourd'hui il y a eu 9, nous sommes 9 personnes en cours de finalisation de formation pour le secteur public. Donc, sur la question de la méthode, donc forcément qu'on a été un peu boosté, même largement boosté du fait de l'expérimentation nationale, puisqu'il fallait pouvoir, à partir de la direction territoriale, porter ce projet. Et porter ce projet, c'était toquer auprès de la juridiction, entre autres, et des partenaires du territoire pour collectivement démarrer quelque chose, s'engager, en tous les cas communiquer sur une faisabilité possible, puisque notre expérimentation allait débuter. Et du coup, en accord avec la juridiction, on a placé tout de suite la question de la justice restaurative dans le schéma départemental d'aide aux victimes, qui est piloté par le président du tribunal. Donc c'était la première marche. La deuxième marche, ça a été avec la juridiction d'élaborer une convention partenariale qui incluait à la fois le SPIP, à la fois une association de contrôle judiciaire, la PJJ et une association d'aide aux victimes. Donc ce cadre partenarial a été établi en décembre 2019 et du coup dans ce qu'il y avait à faire pour chacun pour pouvoir mettre en œuvre, bien sûr il y avait tout ce qui appartient au cadre légal à respecter, mais il y avait plusieurs conditions dont la formation des professionnels et puis l'élaboration, la déclinaison de la convention cadre à travers un cahier des charges. Donc pour la PJJ, nous avons, à travers le groupe projet qui s'est constitué dès le départ, à l'interne PJJ, piloté par l'ADT, ce groupe projet a produit son cahier des charges qui a été soumis à la juridiction
pour concertation et aux partenaires en juillet 2020. Donc, malheureusement, ensuite, nous sommes rentrés dans le confinement 1, 2 et 3. Et nous avions prévu un retour sur ce cahier des charges à travers une journée partenariale sur la thématique de la justice restaurative avec la juridiction, le barreau et puis les services médias VIP, etc. Donc, nous avons continué quand même ce travail de communication. Je pense la première marche après la formation qui est à poursuivre, à sécuriser. Je pense que la première marche, c'est l'information et la sensibilisation de tous les acteurs en charge de la justice des mineurs. Je dis sensibilisation puisque le groupe projet du territoire s'est déplacé plusieurs fois au niveau de la juridiction et a commencé, faire régulièrement le tour, je dis bien le tour des unités de services, de milieu ouvert principalement, je dirais au moins une fois par an. Et ce qui apparaît déterminant aujourd'hui, c'est la place de l'UAT à bien comprendre ce que c'est que la justice restaurative, puisque c'est un droit à la fois pour les auteurs, les infracteurs, et un droit aussi pour les victimes. Donc ce droit doit être accompagné d'une stratégie et d'un portage de l'information auprès des auteurs et des victimes. Voilà, donc ça veut dire quels outils, quelles méthodes, qui, mais il faut qu'on puisse se garantir au niveau de la chaîne des acteurs de la réalité de cet accès à l'information. Je dis accès à l'information et à l'orientation ensuite, puisque on voit bien que l'information finalement elle peut être distribuée et garantie, mais il y a un travail à faire d'un minimum d'explication auprès des auteurs et des victimes de façon à saisir d'une façon un peu spontanée je dirais une capacité à y aller ou à explorer, à en savoir plus. Donc il faut que sur les outils, on utilise des flyers avec des références nominatives, etc. pour ceux qui portent le projet de justice restaurative dans les unités. Donc j'ai oublié de dire que dans les unités de milieu ouvert, nous avons 2 STEMO, dont celui de Madame Megerby avec l'UAT, et puis un autre STEMO de Brétigny-sur-Orge, et chacun bénéficie d'un ETP, d'un emploi, on va dire, spécifique pour la mise en œuvre de la justice restaurative. Donc on est dans chaque STEMO des binômes qui sont formés, puisque les interventions ne se font pas pour le moment en autonomie totale. Voilà, on est encore, même si l'expérimentation a produit ses effets, nous sommes toujours en sécurisation les uns par rapport aux autres, voilà, puisque la rigueur pour la mise en place de ces médiations est quand même complexe, même si dans notre dialogue avec la direction interrégionale, nous avons la garantie d'avoir ces moyens humains, voilà, on s'aperçoit que pour garantir la confidentialité, la neutralité, l'impartialité, etc., il faut que les espaces, par exemple, soient vraiment bien différenciés des espaces où le lieu de la prise en charge classique s'organise. Voilà, donc c'est un travail qui est en cours de repérage des lieux. Donc sur le repérage des lieux, par exemple, à défaut d'avoir notre espace aujourd'hui garanti, puisqu'il y en a des locaux qui sont visés à proximité du tribunal, à défaut, nous avons eu plusieurs expériences donc, de localisation de ces espaces-là, donc en MJD, en point d'accès au droit, mais on s'aperçoit que ce n'est pas très fonctionnel pour nous, pour une question très basique, qui est celle de la souplesse des horaires. Pourquoi ? Parce que
les rencontres, enfin la préparation, les entretiens, le travail avec les auteurs et avec les victimes nécessite quand même une adaptabilité aux contraintes individuelles des personnes concernées. Donc c'est souvent en dehors des heures de travail ou très tard, enfin tard, après 18h, ou bien ça peut être le samedi. Voilà, donc on ne trouve pas, à l'heure actuelle, on n'a pas on est un peu gêné par rapport à ces contraintes qui peuvent paraître basiques, mais qu'il ne faut pas ignorer. Donc en fait, en ce qui concerne le projet territorial, puisque, comme je vous l'ai dit, le schéma départemental d'aide aux victimes, la convention avec la juridiction, le cahier des charges pour la PJJ territoriale, le projet territorial avec ses moyens, etc. Et le portage se fait à travers le groupe projet. Donc le groupe projet, c'est un groupe qui réunit d'une façon pluridisciplinaire, on était, je crois, 6 personnes dans ce groupe territorial, donc les personnes formées et puis les 2 cadres de milieu ouvert. Donc ce groupe projet, il doit préparer la réunion du COPIL, puisque un COPIL devait avoir lieu la semaine prochaine. Mais bon, on va reporter puisque nous sommes trop contraints sur d'autres urgences avec la juridiction. Et donc préparer le COPIL, c'est-à-dire témoigner pour la PJJ, témoigner et pour pouvoir attester, témoigner de notre activité et puis de la traçabilité, entre guillemets, de nos actions, de façon à ce que le contrôle par la juridiction puisse s'organiser en toute confidentialité, puisqu'ils sont dans le protocole, la convention, pardon, la juridiction est garante du bon cadre de mise en œuvre de la justice restaurative, y compris avec la finalisation et l'évaluation. Donc tout à l'heure, quelqu'un l'a bien évoqué, la finalisation ne consiste surtout pas à la rencontre auteur et victime. Le processus qui est mis en place dans la réalité produit ses effets, mais d'ailleurs je propose là, parce qu'on avait un petit film qui retrace totalement notre expérience initiale et les limites de cette expérience-là. Donc moi je propose, et je répondrai ensuite à des questions plus pratiques. J'ai pas bien vu la partie du film que vous avez sélectionnée, mais ce que j'ai envie de dire sur ce film, c'est que l'initiative de la rencontre directe entre le jeune et sa mère ne relevait pas de la PJJ. C'est qu'ils étaient suffisamment près l'un et l'autre. Et ça, je trouve ça, c'est un résultat qui est surprenant, mais voilà, c'est une forme, en tous les cas, de finalisation de ce travail et d'engagement d'autre chose pour la suite. Ce que je voulais dire, moi, en lien avec ce film, c'est que à l'heure actuelle, le groupe projet pluridisciplinaire de personnel de la PJJ, la DESSON, s'est réuni la semaine dernière. Et du coup, nous travaillons sur notre offre de justice restaurative en incluant la médiation pénale. Puisque notre question qui est posée à l'ENPJJ les jours derniers, c'est de savoir si, puisque nous sommes formés, 8-9 personnes formées en justice restaurative avec France Victimes, comment on fait si dans le projet on pourrait aussi développer, les mêmes personnes pourraient développer ou pas de la médiation pénale. Voilà. On sait que on a bien conscience que dans un cadre, quand on parle de mesures de justice restaurative, elle est complètement déconnectée de la procédure judiciaire et qu'il n'y a pas de compte rendu, etc., pas de contrôle à ce niveau-là, que c'est une démarche tout à fait volontaire. Et du coup, sur les outils, entre autres, l'écoute, et puis toutes les garanties, le cadre d'intervention, etc.,
voilà, on ne sait pas. Aujourd'hui, on attend un petit peu, puisque dans notre groupe projet, nous avons deux éducatrices qui partent en formation à l'ENPJJ pour la médiation pénale. Donc notre groupe projet se réunit prochainement au mois de janvier et il y aura un temps d'échange, de retour sur expérience sur les 3 PJJ qui sont en cours de certification à France Victime cette semaine, et puis sur les 2 professionnels qui auront fait la formation sur la médiation avec le NPJJ, de façon à pouvoir échanger et connaître les limites et les ressorts sur la médiation pénale. Donc, sur l'offre de la direction territoriale, en tous les cas, nous aurons à préciser ces 2 entrées-là. Donc, notre offre, elle est surtout pas ambitieuse en termes d'activité, mais elle correspond aux besoins pour le moment. Donc, avec nos 2 ETP, et puis ce portage collectif à travers le groupe projet, un groupe ressources aussi, nous sommes sur 12 jeunes, 12 situations en suivi pour chaque STEMO, mais pas plus. Dans la réalité, nous avons effectué, mais on a eu le confinement qui nous a quand même mis un coup d'arrêt. Nous avons suivi 6 situations à partir du début de l'expérimentation et nous avons entre 5 et 6 situations en cours aujourd'hui sur l'ensemble du territoire.